Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Merci pour votre présence. Eh bien, on a eu encore une semaine qui a été marquée par les avancées et puis l'enlisement du conflit au Moyen-Orient. On passera vite sur ce sujet parce qu'on n'est pas des spécialistes de la géopolitique, mais en tout cas, ce qu'on a noté, c'est que en début de semaine, évidemment, ce qui avait marqué les marchés, c'était le cessez-le-feu qui a permis un reflux des prix du pétrole et donc mécaniquement un rebond des indices comme on le voit sur le tableau. Et puis, évidemment, un peu plus tard dans la semaine, on a eu une remontée finalement des prix avec des négociations qui n'ont pas montré de signes tangibles d'avancée. Téhéran demanderait notamment une assurance que les États-Unis et Israël cesseront leur frappe, mais également pourraient demander un droit de péage sur le détroit d'Ormuz, ce qui pourrait entraîner une hausse, enfin, ou un prix élevé durablement du baril. La dernière information en date ce matin, c'était a priori une négociation pour le passage de 20 pétroliers par le détroit qui aurait été obtenue par Donald Trump. En tout cas, tous ces éléments se sont traduits par un arrêt de la baisse, en tout cas sur les grands indices, et en particulier en France avec le CAC 40, qui a fini en hausse de 0,5% après 3 semaines de baisse. À l'inverse, la semaine était plus compliquée pour les indices américains, en particulier le Nasdaq qui a connu une séance de jeudi en net repli à la suite du décrochage de Meta qui a perdu deux procès liés à ses responsabilités sur les réseaux sociaux. Et donc cette condamnation de Meta a entraîné une baisse de 8% du cours et cela a été suivi par une baisse des autres grandes plateformes sociales et certaines valeurs tech, et notamment liées à l'IA. Enfin, l'autre grand sujet actuel, c'est la dette privée, avec deux nouvelles annonces de fonds qui limitent les rachats. Et donc une tension qui grandit sur cette partie des investissements privés. Du côté des SMID-cap, notre cœur d'activité, eh bien, les résultats continuent, la période des résultats continue de battre son plein. On a eu encore de nombreuses publications qui ont été marquées notamment par quelques belles performances dans la tech avec deux CRSI et Streamwide, on reviendra un peu plus tard dessus, mais qui ont annoncé des résultats en très forte progression, et ce qui s'est traduit dans l'évolution du cours de bourse. Dans le secteur de la santé, on a eu des publications solides pour LNA ou Vetoquinol. Et ce qu'on observe également, c'est que, eh bien, dans plusieurs secteurs, il se confirmait que à la rentrée de septembre, l'activité commençait à repartir. Donc évidemment, tout ça pourrait être remis en cause en mars avec le début du conflit au Moyen-Orient. Mais donc dans des secteurs comme l'intérim, puisqu'il y a eu la publication de Groupe Crit, qui avait enregistré une progression de 2% de son chiffre d'affaires en organique au T4 et qui voyait un début d'année très correct, avec d'ailleurs des chiffres du marché qui montraient une stabilisation en janvier-février de l'intérim en France après de nombreux mois en repli. Donc l'intérim se stabilisait. Dans la construction, on a eu les résultats d'Exaome qui montraient également une reprise du marché avec des prises de commandes qui ont été en forte progression en 2025, qui étaient toujours en hausse de plus de 10% en janvier-février. Donc la situation s'améliorait. Il faudra voir quelles vont être les conséquences de la guerre en Iran sur les activités. Pour terminer sur ce point un peu d'introduction, on a eu également des publications dans le domaine des médias avec Energy, Reworld Media, qui d'ailleurs ont traduit un changement assez rapide du marché et qui se matérialise vraiment aujourd'hui avec l'érosion marquée de la publicité sur les médias traditionnels, en particulier la publicité sur la télé linéaire qui a nettement ralenti.
de l'ordre de 8% en 2025, alors que le marché de la publicité a cru de près de 3%. Et l'émergence, enfin, l'essor des réseaux sociaux qui drainent déjà une partie significative de la publicité, le développement du streaming et puis l'émergence de la publicité, enfin, en tout cas qui va arriver sur les LLM. Et c'est un sujet qu'il faudra suivre avec attention dans les prochains trimestres et prochaines années. Dernier point, c'est qu'on observe quand même depuis le début de ces publications des charges non courantes qui sont assez importantes et qui viennent absorber une partie des résultats courants qui, eux, sont de bonne facture. Et la semaine passée, c'était encore le cas sur CGDIM, ICAP ou justement Crit, qui a passé des dépréciations sur ses activités aux États-Unis. Alors, pour revenir rapidement aux performances des différents indices sur la semaine passée, le CAC 40 s'affiche en hausse de 0,5%. Il a clôturé très légèrement au-dessus des 7700 points. 60% de valeurs en hausse. Alors on a eu surtout finalement un rebond des valeurs qui avaient beaucoup souffert depuis le début du conflit au Moyen-Orient, avec une remontée des valeurs industrielles. Stellantis en tête, hein, avec plus 6,3% sur la semaine, mais également ArcelorMittal, plus 3,6%. Toujours ces industries fortement consommatrices d'énergie. Et puis dans le luxe, il y a eu également du mieux, notamment sur Kering qui a gagné 6%. Il y a eu a priori un pré-close call qui a, semble-t-il, rassuré les analystes sur la dynamique du premier trimestre. Voilà, bon, on peut s'interroger sur ces pré-close calls qui, a priori, ont quand même des impacts assez significatifs sur les cours de bourse. Enfin, le principal contributeur à la hausse, c'est Sanofi. Sanofi qui a progressé de 5,4% sur la semaine passée, 0,3 points de contribution. Alors, il y a eu une approbation pour un médicament au Japon, mais il y a eu également, et puis surtout, une note de Jefferies qui considérait que Sanofi était la valeur la moins chère des grandes capitalisations pharmaceutiques, ce qui a soutenu le cours. Du côté des baisses, alors il y a eu vendredi des baisses un peu plus marquées sur les valeurs touchées possiblement touchées par l'IA, hein, puisqu'il y a eu Dassault Systèmes, Publicis ou Capgemini qui ont baissé entre 2 et 3% sur la semaine, avec une baisse plus marquée vendredi. Et puis la nouvelle assez forte de la semaine, c'était Pernod Ricard qui est entré en négociation exclusive, en négociation plutôt, avec l'américain Brown-Forman, qui est notamment le propriétaire du whisky Jack Daniels, en vue d'une fusion entre égaux. Dans un premier temps, ça avait plutôt pesé sur le cours, compte tenu de la situation bilancielle de Pernod Ricard et du fait que le marché est quand même en crise. Le titre est remonté vendredi. Alors, si je passe maintenant au Next 20, Next 20 une semaine étale, moins 0,1% pour l'indice. Et on a également un équilibre parfait entre les valeurs en hausse et en baisse. Comme je l'évoquais dans le CAC 40, remontée des valeurs très exposées aux matières, enfin au prix du pétrole et de l'énergie, avec Arkema qui a rebondi de 15,2%. On a eu Valeo qui a également gagné 5% parmi les équipementiers automobiles. L'indice a néanmoins été plombé par Edenred qui a chuté de près de 13%. 12,6% pour être exact. Spécialiste des titres restaurants, est visé par je dirais une nouvelle enquête, parce que ça fait quand même plusieurs enquêtes et plaintes qui se suivent. Et là, cette fois-ci, c'est l'autorité de la concurrence italienne qui a fait. Et l'enquête part en fait, d'une plainte de plusieurs acteurs de la grande distribution. On notera que donc là, c'est une situation en Italie, mais faut avoir en tête qu'au Brésil, il y a eu également un changement de législation ces derniers mois qui avait pesé également sur le secteur et Edenred en particulier. Enfin, Téléperformance recule également de 8%. Il y a eu une brève remontée du cours après la montée au capital du chairman et premier actionnaire. Mais la semaine passée, on avait Citigroup qui a baissé sa recommandation et son objectif, de même que Morgan Stanley.
Dans les deux cas, on a des objectifs de cours qui sont revenus autour de 50 euros contre près de 100 euros précédemment. Donc, des révisions assez drastiques qui ont pesé sur le cours. Enfin, pour terminer, Dassault Aviation, 7,5%, 4,9%. Le titre reste en hausse de 13% depuis le début de l'année, mais clairement, des prises de bénéfices, ce qu'on verra également sur les autres valeurs liées au secteur de la défense. Pour Dassault, Dassault Aviation, il y a aussi les discussions franco-allemandes sur le projet SCAF qui ont tendance à s'enliser et qui pèsent sur le cours du titre. Ça permet de faire la transition avec le MID 60, le CAC MID 60 qui a baissé de 1,8%. Pourtant, il y a plus de 50% de valeur en hausse, mais il y a des fortes pondérations qui ont vraiment pesé sur la performance de l'indice. Et donc là, il y a deux secteurs en particulier. Le premier, c'est les biotech et Abivax en tête. Abivax qui a reculé de 18,5% au cours de la semaine passée, ce qui représente une contribution à la baisse de plus de 1 point. Bon, il y a eu à la fois des publications des résultats annuels qui n'étaient pas une grande surprise, et il y a quand même alors il y a des pertes qui augmentent, mais il y a quand même une visibilité financière qui est assurée jusqu'en 2027, mais c'est surtout le démenti des rumeurs de rachat d'AstraZeneca qui a pesé sur le titre. Et toujours dans le secteur des biotech, il y a Valneva qui elle, a plongé de 39,4% en raison des résultats décevants de son étude de phase 3 contre la maladie sur le médicament contre la maladie de Lyme. Dans le secteur de la défense, qui est l'autre gros secteur qui a pesé négativement, on a Exail Technologies qui a baissé de 23,1%. Le titre a, dans un premier temps, baissé suite au reclassement de 3% de la participation de la famille Gorgé, qui a donc cédé ces 3% avec une décote de 9%. Eh bien, on peut penser que le fait que la famille cède à ce prix-là, eh bien, il y a une valorisation qui commence à être assez exigeante, et donc d'autres investisseurs ont pris également des bénéfices, et donc dans le secteur, Exosense a également baissé de 15,8%. Exosense qui reste quand même en hausse de 18,7% year to date. Et sur Exail, on est à plus 39,4% malgré la forte baisse de la semaine passée. Enfin, dans les dernières valeurs en baisse qu'on voulait évoquer, il y a Covivio qui a cédé 6,3%. Semaine assez négative pour le secteur des foncières. Il faut dire que l'OAT 10 ans en France a approché les 3,9%. Cette évolution des taux pèse sur le secteur globalement des foncières. Quelques bonnes nouvelles quand même et quelques valeurs en hausse. On retrouve les valeurs qui avaient été les grandes perdantes du conflit du Moyen-Orient, avec la chimie qui est illustrée par Solvay. Solvay qui gagne 8,5% sur la semaine et qui revient pratiquement à l'équilibre year to date. Veralia qui rebondit de 11,2%, qui est néanmoins en baisse de 23% year to date, avec une forte exposition à l'énergie pour Veralia, et puis son marché sous-jacent des vins spiritueux qui se porte très mal. Enfin, dans le sillage de Valeo, on observe une remontée des autres équipementiers automobiles, plus 7 pour Forvia et plus 6,3 pour Hop Mobility. Enfin, Ipsen, dans le secteur de la santé, a progressé de 5,4%, alors que JP Morgan a relevé son objectif de 115 à 130 euros. Je passe maintenant au CAC Small, où là, il y a quand même une actualité un peu plus marquée, puisque dans les autres indices, les publications annuelles sont déjà passées. Le CAC Small qui recule de 1,9%. Et là, il y a beaucoup moins de valeurs en hausse, seulement 38%. Et dans ces valeurs en hausse, il y a principalement Atem qui continue de surfer sur ses résultats 2025 bien supérieurs aux attentes. Et le titre a gagné encore 24% la semaine passée, ce qui l'amène à plus 37,7% year to date. C'est la principale hausse. Il y a également OVH Cloud dans le secteur globalement de la tech qui gagne 2,8%. En revanche, quelques baisses plus marquées. Morel et Prom dans le oil and gas qui reflue de 6,9%. Et puis
deux publications qui ont été très fraîchement accueillies. Quadient qui baisse de 11,2% et ABC Arbitrage qui cède de 12%. ABC Arbitrage qui a vu son résultat net baisser, qui a des effets de base de comparaison l'an passé, mais bon, ce qu'on peut retenir avec un indicateur qui résume un peu la situation, on a un ROE qui est passé de 16,4 à 14,8% sur ABC Arbitrage, ce qui explique la baisse du cours. Mais bon, il y a quand même un regain de volatilité sur les marchés qui devrait être favorable à terme à cette valeur. Sur Quadient, on a eu un ROC qui a reculé de 8%. Et on a eu une révision des objectifs 2030, une révision en baisse du chiffre d'affaires attendu dans l'activité historique de l'activité mail. En revanche, le discours est un peu plus optimiste, enfin, il est plus optimiste dans l'activité digitale, des objectifs légèrement revus en hausse. Mais au global, il y a quand même une révision légèrement en baisse parce que l'activité mail reste encore importante chez Quadient. Enfin, Maison du Monde et Nacon qui continuent leur descente aux enfers avec des nouvelles baisses très marquées, moins 21 pour Maison du Monde, moins 15 pour Nacon. Enfin, EPC, explosifs et produits chimiques, qui baisse de 14,5%. Le titre est toujours en hausse de 17% year to date, mais titre qui avait flambé début mars à la suite de ses résultats annuels et puis de l'annonce de discussion pour un rapprochement avec son homologue suisse SSE, a effacé largement ses gains du début du mois de mars. Je passe maintenant aux valeurs hors indice, puisque là aussi, il y a eu une actualité fournie la semaine passée. En haut du tableau des performances, on notera les hausses de 13% pour 2CRSI et 8% pour Streamwide, deux valeurs qui ont publié des résultats en nette progression. Sur deux CRSI, on a un EBITDA du S1 qui passait de 2 à près de 10 millions d'euros. Et sur l'année, le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros pour un EBITDA supérieur à 36 millions d'euros, avec vraiment un très fort développement pour deux CRSI qui profitent pleinement de la demande en data center et intégrant des puces NVIDIA, ce que peut proposer deux CRSI. Streamwide, là on a eu donc la publication des résultats annuels avec un ROC qui a progressé de 36%. Et il n'y a pas de prévision sur 2026, mais on a senti un management qui est assez confiant sur la perspective de progression encore sur 2026. Toujours dans les hausses, on a CGDIM qui a pris 19%. Les résultats annuels 2025 sont plus contrastés sur CGDIM. La bonne nouvelle, c'est la progression de 25% du résultat opérationnel courant. Mais à l'inverse, on a un RN qui baisse de 2% parce qu'il y a encore des coûts de restructuration et des dépréciations d'actifs qui sont très importants. Bon, malgré la remontée de 19% du titre la semaine passée, CGDIM reste en baisse de 20% year to date. Toujours dans les hausses, et ceux qui ont publié, un mot rapide, on a Compagnie Lebon dans les holdings qui a pris 11%. Compagnie Lebon qui a annoncé versement notamment d'un dividende de 12 euros par titre. Il y a une partie de dividende exceptionnel qui vient après une ou deux années sans dividende, mais donc le 12 euros se rapporte à un cours qui était autour de 100 euros vendredi. Enfin, Reworld Media qui a progressé de 10%, des résultats qui ont été assez corrects sur le plan opérationnel, puisque le EBIT a progressé de 4%. Là aussi, on a eu une provision importante, alors là qui est sur les provisions sur loyer, puisqu'il y a des locaux inoccupés dont le groupe n'arrive pas encore à se séparer, ce qui a expliqué une baisse de 28% du résultat net. Mais même avec ce one-off, on a un PER qui reste inférieur à 6 fois. Après, on a des valorisations qui sont basses sur l'ensemble du secteur des médias, donc c'est aussi en lien avec cette valorisation faible de l'ensemble du secteur. Et puis, il faut dire que le secteur est en profonde mutation avec un paysage de la publicité qui est en train de changer très fortement.
Du coup, toujours dans les publications, mais là, celles qui ont été beaucoup plus mal accueillies, c'est Steve qui a perdu 24% sur la semaine passée. Le groupe a pourtant enregistré une progression de 29% de son REX. Néanmoins, ça traduit une contraction de près de 3 points de la marge qui est passée sous les 20%, qui est à 19% si je ne me trompe pas. Euh, Bon, nous, cette publication est plutôt en ligne avec ce qu'on attendait, mais on a compris que le consensus était largement au-dessus, ce qui explique certainement cette forte baisse du titre. La marge s'est contractée, et donc les objectifs finalement de 20% de marge opérationnelle à terme qui paraissaient assez évidents sont un peu plus challenging, ce qui a entraîné une révision des objectifs de cours sur STIF. Enfin, ICAP a également reculé de près de 9% à la suite de ses résultats annuels, avec un résultat net qui a basculé dans le rouge. C'était assez attendu, on savait il y aurait des charges non courantes. Mais donc ICAP a encore démontré sa capacité à générer, à remonter ses marges, et encore du travail à ce niveau-là. Un mot rapidement sur le stock small qui lui a progressé de 1,3%, donc qui a largement surperformé les indices valeurs moyennes européens, à l'exception de l'IBEX en Espagne qui a profité de la forte hausse de Puig Brands, Puig qui a gagné 17% à la suite des négociations en vue de rapprochement avec Estée Lauder. Et bon, au-delà de Puig, pardon, j'ai dit 17%, mais en fait c'est plus 14 sur la semaine, parce que vendredi, le titre a un peu baissé. Donc hormis Puig qui a progressé nettement, les deux principales hausses sont dans la chimie, avec en particulier Lanxess en Allemagne qui a bondi de 53%. On peut dire que le titre était au plus bas depuis 17 ans et qu'il a eu une note de JP Morgan qui a souligné que finalement les conséquences qui pourraient être positives du conflit au Moyen-Orient, puisque Lanxess pourrait être finalement un des seuls producteurs de certains de ces produits chimiques justement, et ça pourrait clairement lui donner un nouvel élan et un effet d'aubaine très important. Et toujours dans la chimie, il y a Hans Azelis au Belgique qui a gagné 19%. Voilà, du côté des baisses, on observera que Indra Sistemas en Espagne continue de baisser en raison de ses problèmes de gouvernance, un repli de près de 10%. Si on fait le bilan depuis le début de l'année, on a désormais un Eurostock Small qui est à moins 4,6%, donc une performance meilleure que le Mid and Small français qui lui est à moins 6,7%. Et le Mid and Small est désormais un peu en retard par rapport au CAC 40 qui lui est à moins 5,5%. Un mot de notre buy list et de nos 10 valeurs favorites qui ont donc largement souffert depuis un mois, mais la performance est stabilisée la semaine passée. Euh, C'était quand même plutôt rassurant, avec 4 publications dans nos valeurs favorites, et des publications qui ont été là aussi plutôt rassurantes. En tête, Exaum qui a été la très bonne surprise. Alors le titre a gagné 3,4%. Il faut dire que la marge opérationnelle courante a atterri en 2025 à légèrement plus de 4%, alors que le groupe visait plus de 3%, donc un point de marge en plus. Donc c'est très significatif, ça c'est quand même significatif. Et surtout, les perspectives pour 2026 sont très favorables, puisqu'on attend le management attend un chiffre d'affaires de plus de 20% et une marge qui serait autour de marge opérationnelle courante qui serait autour de 5%. Donc qui affiche un multiple sur la base de ses prévisions de VO sur ROC qui est inférieur à 3 et un PER inférieur à 8. Donc on a des niveaux de valorisation très bas, et on a une visibilité qui est encore quand même bonne, au moins sur tout 2026 et début 2027. Pigano a publié, lui, son chiffre d'affaires T2, un chiffre d'affaires qui était un peu inférieur aux attentes du consensus. Et l'écart est essentiellement lié à des décalages de livraison de camping-cars liés à un problème fournisseur. Et ce décalage sera récupéré au T3. Donc,
Nous, on aura peu de révisions sur nos perspectives annuelles et on est toujours positif sur le titre au regard de la bonne tenue en plus du marché final qui, en particulier en France, reste en hausse de l'ordre de 10% sur les immatriculations. Voilà, et dans ce cadre-là, on estime que la valorisation reste attractive. Euh, Toujours au rayon des publications, on avait l'ESN allemande Nagarro qui a publié des résultats préliminaires qui ont montré une contraction de la marge, mais qui était en ligne avec les attentes. Marge d'EBITDA qui est ressortie à 13,8, alors qu'elle était attendue entre 13,5 et 14,5. Donc c'est moins bien qu'en 2024. On était à 15,2, mais c'était attendu. Pour 2026, Nagarro anticipe une croissance en milieu de fourchette qui serait de 5% à périmètre échange constant et une remontée de la marge entre 14,5 et 15,5%. Euh, Publication qui était en ligne avec les attentes que nous avions au moment où on a initié. En plus, il y a une enquête indépendante qui a remis ses conclusions et qui conclut qu'il n'y a pas de fraude sur Nagarro, puisque c'était un des sujets qui avait été reproché à la société. Il y a un plan d'amélioration de la gouvernance qui est en cours. Bon, malgré cette publication qui est en ligne avec notre thèse d'investissement initial, on a décidé de sortir Nagarro de notre buy list pour réduire l'exposition aux ESN, qui est un secteur qui est assez perturbé par l'arrivée de l'IA, perturbé surtout au niveau des valorisations d'ailleurs, parce que pour l'instant, c'est plutôt bénéficiaire sur le business à court terme. Bon, en plus, Nagarro, qui a quand même une exposition assez forte à la production en Inde, pourrait être un peu plus fragilisé par l'arrivée de l'IA. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a réduit, on a sorti la valeur de notre baliste et on a intégré ID Logistique. ID Logistique, pourquoi? Parce que le titre a chuté de près de 20% sur un mois. On n'a pas des explications alors, il y a eu des notes qui évoquaient l'impact de l'IA sur le secteur. Voilà, ça pouvait expliquer, mais bon, nous, on trouve que c'est largement exagéré. Il y a eu également la génération de cash qui était un peu moindre en 2025 et qui a pu décevoir certains investisseurs, mais on l'explique totalement par le démarrage important de nouveaux contrats. Ça remet pas du tout en cause pour nous le modèle. Et ce qu'on observe, c'est que la croissance organique reste très forte. Elle sera à deux chiffres en 2026. Et ce qu'on a mis en exergue également, c'est que les mesures prises alors aujourd'hui en France, mais qui vont être décidées au niveau de l'Union européenne sur les petits colis venant de Chine, pourraient offrir des perspectives de nouveaux business pour ID Logistique, puisque ces distributeurs chinois vont devoir installer des entrepôts en Europe. Donc voilà pour l'explication de l'entrée de ID Logistique dans notre baliste. Donc sur la semaine, on a eu une stabilité globalement pour la performance de notre baliste, ce qui fait un repli de 12% depuis le 1er janvier, à comparer à -7 pour l'indice de référence. Voilà, j'ai évoqué beaucoup de valeurs parmi les publications. On pourrait évoquer également rapidement Vetoquinol dans la santé, qui donc a publié ses résultats annuels qui ont été bien marqués par une légère progression du résultat opérationnel courant, plus 3%, ce qui traduit une amélioration de la marge comme attendu. C'est le fruit de toujours l'évolution du mix produit en faveur de la gamme appelée essentielle, sur lequel le groupe a un bon pricing power. Et puis, il y a eu un bon pilotage des dépenses. On pense que la valeur reste assez faiblement valorisée au regard des multiples du secteur. L'enjeu sera évidemment de retrouver une croissance organique un peu plus soutenue. Mais comme Virbac, c'est deux valeurs qui nous paraissent intéressantes à avoir en portefeuille dans le contexte actuel où il y a assez peu de visibilité. Le secteur de la santé animale, lui, en offre. Cette semaine, on a encore une actualité assez chargée avec 8 publications. La première attendue, d'ailleurs, c'est Décuple qui a publié ce matin avec des résultats en ligne avec nos attentes, hein, puisque le résultat opérationnel courant s'est replié de 5,5%. On attendait -5, il n'y a pas de surprise. Eh bien, on attendra la réunion
Pour se faire un avis plus précis sur les perspectives 2026, le groupe a réitéré ses ambitions 2030, qui inclut une croissance de 10% par an du chiffre d'affaires et une marge qui serait à peu près stable. Et donc, le groupe va devoir accélérer sur la croissance externe et on attendra d'avoir un peu plus comment dire, d'éléments pour juger la capacité du management à délivrer ce plan. On aura deux publications dans les équipementiers automobiles avec Delfingen et Hawkwell qui permettront de mesurer la dynamique du secteur qui est pas fantastique. Mais alors, d'un côté, on a Delfingen qui est un peu mieux positionné sur notamment le véhicule électrique. Qui a publié, enfin qui devrait publier une rentabilité intéressante sur l'année. Du côté d'Hawkwell, on a plutôt une rentabilité qui a souffert au S2 après un S1 qui était bien meilleur qu'attendu. Les perspectives sur Hawkwell en 2026 sont quand même assez négatives, mais on a une valorisation qui reste assez ridicule puisque le cash net représente 70% de la CAPI. Dans les autres publications, on aura Synergie toujours dans l'intérim avec des résultats qui sont attendus à peu près stables, assez conformément à ce qu'a fait Crit. Aujourd'hui, on pense qu'il y a un peu plus de catalyseurs sur Synergie avec une dynamique un peu plus forte sur le M&A. Et puis, dans le cas de Synergie, il n'y a pas l'exposition aux US qui a pénalisé Groupe Crit. Enfin, cette semaine, dernière publication que je voulais évoquer, c'est Delta Plus. Alors, Delta Plus, on n'attend pas grand-chose des résultats 2025 qui seront clairement en baisse, avec une érosion de la rentabilité, compte tenu d'une fin d'année qui était décevante, donc il y a une base de coûts fixes. Et puis, la structuration du groupe donc ça pèsera sur la rentabilité. Nous, ce qu'on avait envisagé, c'est une reprise progressive de la croissance au fil de l'année 2026 avec la reprise du secteur du bâtiment, à la fois en France et puis en Allemagne avec les plans de relance, à voir si le conflit au Moyen-Orient ne remet pas tout cela trop en cause. Voilà pour les publications de la semaine. Il y a eu également Equasens ce matin, mais on reviendra là-dessus, mais Equasens qui a montré une belle résistance de sa rentabilité en 2025. On va voir si la croissance et le retour de la croissance arrivent à se maintenir sur les prochains trimestres. Pour terminer, un mot sur l'IPO de Yeva, qui a été un succès mitigé puisque l'opération a été souscrite à 91%. Le groupe a finalement levé 7,3 millions d'euros contre 8 millions envisagés. Voilà, sachant que sur les 7,3, il y avait 3 millions qui étaient garantis par BPI France. Voilà pour ce point le plus exhaustif possible sur l'actualité des valeurs moyennes. Je dirais que la fin de la semaine, on aura eu à peu près 90% des sociétés qui auront publié, et ça nous permettra la semaine prochaine de faire un point un peu plus détaillé, d'ailleurs pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, hein, puisque lundi prochain, compte tenu des fêtes de Pâques, il n'y aura pas de conférence hebdomadaire, mais dans 15 jours, on pourra faire un bilan sur l'ensemble de ces publications et des perspectives, et puis se projeter sur les T1 qui vont arriver assez rapidement. Et puis, ce sera également l'occasion de faire un bilan du premier trimestre sur le plan boursier, avec aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le tableau, des indices qui sont assez globalement dans le rouge sur le plan au niveau européen. Avec néanmoins l'IBEX médium aujourd'hui qui est encore en hausse de 1%, mais pour le reste, on a des baisses entre -4 et -10%, avec une baisse beaucoup plus marquée en Italie et en Allemagne, alors que la France se situe à peu près à mi-chemin. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Nous aurons peut-être l'occasion de nous croiser lors des différentes réunions qui vont marquer cette semaine. On vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau bilan de la tendance sur les valeurs moyennes françaises et européennes.
Très bonne semaine à vous tous. Merci pour votre présence.